Qu'est-ce qu'on a vu hier? Et là, là, oui, oui, ça c'est l'intitulé du cours. D'accord, on a fait l'introduction générale. Et quelles sont les questions que nous avons abordées? Que nous avons abordées? Que nous avons abordées? Oui, les points que nous avons abordés. Tu veux dire? Quels sont les points que nous avons abordés? La règle de 3, d'accord. Avant cela, on a vu la distinction entre la sous-division, c'est quoi? Non. En droit, la division principale, c'est quoi? La division principale, c'est quoi? C'est qu'on appelle la sous-division. C'est quoi? C'est entre le droit objectif et le droit subjectif, n'est-ce pas? Hmm? Voilà, c'est ce qu'on a dit. Donc, c'est entre les droits subjectifs et le droit objectif. Le droit objectif, c'est l'ensemble des normes qui régissent la société. Et les droits subjectifs, ce sont des prérogatives accordées aux particuliers. D'accord? Donc, hier, on a abordé la question du droit objectif. C'est la première partie. C'est la première partie, n'est-ce pas? Le droit objectif. Donc, dans le cadre du droit objectif, nous avons vu la règle de droit. Et dans le cadre de la règle de droit, nous avons abordé, dans le cadre de la règle de droit, nous avons abordé la règle morale, la règle de Dieu, ce qu'on appelle les notions. Voilà. En fait, ce sont les autres normes qui régissent la société. Bon. Les autres normes qui régissent la
société. Parmi ces autres normes-là, il y a ce qu'on appelle la règle morale et la règle religieuse. On pourrait également parler de la coutume, la règle coutumière. La coutume également régit la société. Coutume, tradition, tout ce que vous voulez. Alors, pourquoi la différence entre la règle morale et la règle sport? La règle morale. Et la règle de sport. Oui. C'est quoi la différence? La sanction. La sanction, et plus précisément, en quoi la sanction est la différence entre la règle de sport et la règle morale? Une école classique. En rituel, c'est la activité de la sanction. Par rapport à la règle morale, l'école morale de complémentarité, la morale construction du droit et le droit en généralisation de la règle. La règle du droit, la fonction collective. La règle morale. La différence entre oui, tout le monde. Alors, la règle de droit et la règle morale. La différence, c'est l'effectivité de la sanction. La règle morale inflige une sanction individuelle et accepte. La règle de droit inflige une sanction institutionnelle, collective et effective. Cela veut dire concret. Parmi toutes ces normes, il y a uniquement la règle de droit qui peut être considérée comme totalement institutionnelle. Donc, entre la règle de droit et la règle morale, comme elle vient de le dire, il y a un rapport conflictuel et un rapport complémentaire. Le rapport conflictuel acté par l'école classique qui considère que la règle morale est totalement aux antipodes de la règle de droit, en se basant effectivement sur la sanction qui est considérée comme l'apanage de la règle de droit. Alors que l'école moderne considère que la règle morale est souvent une source pour la règle de droit. Et la règle de droit est un moyen d'institutionnalité, de généraliser la règle de droit. C'est pas. Donc, différence entre la règle du droit et la règle religieuse, c'est quoi? Règle de droit et règle religieuse. La différence. Exemple de règle morale. Érigée dans la règle de droit. Non? Règle morale érigée dans la règle de droit. Que vous interdisez votre morale? Voilà. Votre morale ne vous interdit rien. Quoi, par exemple? Le mensonge. Exemple de règle de droit. La lecture. L'interdiction du mensonge.
Comme règle de droit, comme règle morale et religieuse. Voilà. La diffamation peut, en fait, la diffamation, on peut diffamer une personne en notamment. La diffamation, ce sont la calomnie. De plus, le fait, en fait, la diffamation du code civil, c'est la calomnie du côté pénal. Mais, c'est exactement la même fonction de ce personne. Calomnier une personne, diffamer une personne, c'est tenir des propos désobligeants à l'endroit de cette personne-là, sans pour autant pouvoir apporter des là, souvent, cet exemple, on pourrait le prendre dans euh, la règle religieuse. Par exemple, dans une personne sanitaire, par exemple, on peut pouvoir apporter la preuve. Et puis, trois autres personnes qui apportent cette même preuve-là, c'est ce qu'on appelle diffamation. Même si c'est vrai, le fait qu'on puisse apporter la preuve légale religieuse, je pense qu'on peut dire l'infraction. Et la sanction, c'est la correction. C'est la diffamation pour la calomnie. Basé sur le mensonge, on pourrait prendre l'abus de confiance. L'abus de confiance. Souvent, pour constituer l'abus de confiance, il y a le mensonge. Vous me dites une chose, je crois à votre parole, et vous faites autre chose, c'est ce qu'on appelle un abus de confiance. En plus du mensonge, il y a l'intention de tromper, etc. Donc, juste pour dire que la morale souvent souffre de quoi, la religion également. Donc, la raison pour laquelle on parlait de la zone religieuse, qui également peut être confondue avec par rapport à la norme du droit, qui doit également être complémentaire. Pourquoi? Parce que nous avons la fornication, par exemple, au Sénégal, la prostitution, qui ne sont pas interdites par la norme du droit. Donc, elles sont interdites par la norme religieuse. D'accord? Par contre, pour l'adultère, il y a des temps. Voilà, c'est la différence entre fornication et adultère. C'est bon? Oui. D'accord. Donc, l'adultère, c'est pour ceux qui sont mariés, et la fornication, en réalité, c'est pour tout le monde. C'est le terme générique. C'est pour ceux qui sont mariés, ceux qui ne sont pas mariés. C'est comme la différence entre homicide, meurtre, assassinat. L'homicide, c'est quand il est en mort. Donc, il peut y avoir homicide involontaire, homicide volontaire. Lorsque c'est volontaire, on parle de meurtre. Et lorsque c'est prémédité, on parle d'assassinat. Donc, homicide, si vous tuez une personne, c'est homicide. Si vous aviez l'intention de le tuer, c'est un meurtre. Si vous aviez préparé votre coup, bien avant, bien avant, c'est un assassinat.
Donc, on a à la fois un homicide et un homicide en et un homicide d'abord, un meurtre, ensuite, l'autre, c'est après, assassin. D'accord. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle parmi ce qu'on appelle les infractions impossibles, on va le voir après. Euh, Assassiner un inconnu consiste, consiste à une infraction impossible. On ne peut pas assassiner un inconnu. Parce que pour qu'on puisse parler d'assassinat, il faut de la préméditation. Donc, si vous rencontrez quelqu'un au hasard que vous tuez, on ne peut pas parler d'assassinat. Bien sûr. Parce que c'est qu'il y a non seulement l'intention de tuer, mais il y a également la préméditation. Le mot, c'est l'homicide volontaire. Pourquoi encore? Comment? Les caractères de la règle de droit. Et quels sont les caractères de la règle de droit? Donc, vous avez demandé de faire des recherches pour ces caractères. Donc, quand on dit que la règle de droit est générale, cela veut dire quoi? Comment on parle de général? La règle de droit est générale. Les appliquer de manière équitable à l'ensemble de la société. Établissent des normes et des principes juridiques qui résistent des comportements des individus et des individus. Cependant, il est également important de noter que l'interprétation et l'application spécifique des règles du droit doivent varier en fonction du contexte et des circonstances. Vous n'avez pas répondu. Vous n'avez pas répondu. En fait, la question c'est non, non, pas les résultats. En fait, vous avez montré l'importance d'une règle, l'importance de la généralité et de l'abstraction d'une certaine règle. Vous n'avez pas montré en quoi la règle de droit général est absente. Qu'est-ce que cela veut dire une règle générale? Et qu'est-ce que cela veut dire une règle abstraite? Allez-y. La règle de droit général. Quels sont les règles générales applicables aux situations dans le champ d'application? Les conditions de la sécurité sont considérées à la régime dans l'âge pédagogique de cas similaires. Vous avez raison, mais on ne peut pas définir un concept en intégrant le même concept dans la définition. Vous ne pouvez pas dire, vous ne pouvez pas utiliser général dans la définition. Sinon, on revient à la règle. La règle de droit général est abstraite. Significa que aplica una condición similar. La même condition. Ça, c'est le caractère. C'est le caractère abstrait. Ça, c'est le caractère abstrait. Répétez. Elle s'applique à un ensemble de situations similaires avec une définition. D'accord, c'est le caractère abstrait. Ça, c'est le caractère abstrait. Cela veut dire que lorsqu'une situation qui est punie par la loi, qui est régie par la loi de manière générale, lorsqu'il y a une situation qui est régie par la loi, on ne regarde plus si cette situation concerne Samba ou Kiko. Si cette situation concerne Kumba ou Ariel. D'accord? Donc, c'est le caractère abstrait. Maintenant, le caractère général, c'est quoi?
Cela veut dire tout simplement que le droit s'applique à tout le monde. Tout simplement. Le droit s'applique à tout le monde. C'est le caractère général. À tout le monde. Le caractère abstrait veut dire que lorsque le droit s'applique à des actes, s'applique à des situations, s'applique sur des faits, mais ne regarde pas d'identifier la personnalité, le caractère ou tout ce que vous voulez de la personne qui est incriminée, qui est concernée. On se comprend. Premier caractère, non? Caractère abstrait, caractère général. Ensuite, le caractère permanent veut dire quoi? Elle est valable sur de longues périodes sans changement de fonction. La règle du droit est en effet conçue pour être permanente dans son matérialisme et validité. Elle repose sur le principe fondamental de la stabilité et de la prévisibilité du système juridique. Cela signifie que les lois et les règlements sont établis pour s'appliquer de manière durable, sauf s'ils sont modifiés ou abrogés par un processus législatif indéterminé. Vous avez raison, mais encore une fois, ce n'est pas la réponse. La norme de la règle est un programme pour assurer la stabilité de l'ordre public de la société. Elle permet aux individus de prévoir les conséquences juridiques de leurs activités planifiées en conséquence. Lorsque les règles de droit sont claires, cohérentes et générales, elles contribuent à établir la confiance dans le système juridique et à constituer des relations de. Merci, mais vous répondez à la question à quoi sert le caractère permanent. Ce que je demande, c'est la signification de ce caractère. Cela veut dire tout simplement que le droit s'applique de manière ininterrompue. De manière ininterrompue. Ça veut dire que la règle de droit s'applique de manière ininterrompue. Pour la période durant laquelle, le caractère permanent signifie que la règle de droit s'applique de manière ininterrompue pour la période durant laquelle elle est en vigueur. Pour la période durant laquelle elle est en vigueur. Pour la période durant laquelle elle est en vigueur. Elle est en vigueur. Cela veut dire que lorsqu'on vote une loi, jusqu'à son abrogation, la loi s'applique. Si on vote une loi en 2010 et que cette loi est abrogée en 2023, de 2010 à 2023, pour les 365 jours ou 366 jours, la loi est applicable. On ne peut pas dire que cette loi s'applique pour les 11 mois de l'année et pour le mois de décembre, comme il y a les la loi ne s'applique plus. Pour que la loi puisse ne plus s'appliquer, il faut une abrogation. On se comprend. Et le dernier caractère, c'est quoi? Il veut dire quoi? Ça veut dire quoi? En fait, moi, je dois utiliser souvent des termes complexes pour voir parce que c'est le langage de. Mais moi, je veux des termes simples. Si vous donnez des explications, donnez-moi des termes simples. Souvent, à part le vocabulaire juridique, moi, je vous donne des termes simples pour les explications.
C'est l'essentiel, c'est tout. Compris. D'accord? Donc, le caractère obligatoire signifie quoi? Qui D'abord, l'obligation, diciamo che quella è una società, ottenuto rispetto al conforme con le libertà di partecipazione di tutti. Maintenant, oubliez les recherches, oubliez Google, oubliez tout. Un caractère obligatoire signifie quoi? Dans le cas général, le caractère obligatoire. Oui, en deux termes. Ça, c'est le caractère aussi. C'est la raison pour laquelle on a combiné les deux. Obligatoire et aussi. Non, parce que c'est lié. C'est parce que la règle de droit est obligatoire qu'il y a la coercition. Le caractère obligatoire, oui, madame, le caractère obligatoire signifie tout simplement que vous n'avez pas le choix. La règle de droit, à vous, s'applique à vous, peu importe. Donc, vous n'avez pas quand on dit que la règle est obligatoire, ça veut dire que vous n'avez pas le choix. Quand on dit que la règle doit être civile, c'est la plus forte et avec des et c'est pas seulement que son nom d'interprétation, mais également que l'État peut utiliser la puissance publique pour exciter son président. C'est la raison pour laquelle lorsqu'il y a des discussions pour son application, on peut faire appel au service judiciaire. Pour l'application de la règle du droit, on peut faire appel au service judiciaire dans le cadre d'une restriction, par exemple, dans le cadre d'une saisie. On peut également faire appel à la puissance publique au contrôle pour faire respecter soit une décision de justice ou soit un arrêté, un décret, etc. Tout type de loi. Tout type de loi, d'accord? C'est ce qu'on avait fait lors de la COVID-19. Donc, on a déployé les forces de l'ordre pour faire respecter l'état d'urgence ou disons le couvre-feu. Ensuite, il y a quoi? Et c'est quoi? Quelle est la différence entre une règle impérative et une règle exclusive? Oui. La règle exclusive. Par exemple, c'est pour le report. Est-ce que vous pouvez réellement
il faut passer pour le partager. D'accord. Si le testament n'est pas la personne de la loi prévoit de partager, de faire un partage Ça, normal. Et pour la règle interdite, c'est lorsque vous n'avez pas le choix. En fait, c'est une matérialisation qui est obligatoire. Non, ce qui veut dire que pour une règle interdite, vous n'avez pas le choix. Donc, vous devez l'appliquer obligatoirement, automatiquement, sans pour autant pouvoir manifester votre volonté. Sans pour autant avoir l'occasion de manifester une volonté contraire. Pour une règle supplétive, elle s'applique seulement lorsqu'il y a une absence de manifestation de la volonté du volonté contraire. Je vous donne des exemples. Quand vous conduisez, le fait de tourner à gauche, c'est une règle interne. Vous ne pouvez pas dire aujourd'hui, et ensuite vous tournez à droite. D'accord. Pour une règle supplétive, on prend l'exemple des régimes maximums. Donc, vous avez le choix entre le régime de séparation et le régime de communauté des biens. C'est votre choix. C'est la règle. Mais lorsque vous ne choisissez pas, automatiquement, vous arrivez dans le régime de la des biens. Pour le choix entre la polygamie et la polygamie, c'est la même chose. La polygamie est une règle supplétive. Vous pouvez choisir la polygamie, mais si vous ne choisissez pas, c'est la polygamie automatique. C'est bon? Vous suivez? Donc, c'est la différence entre une règle impérative et une règle supplétive. Donc, qui s'applique automatiquement à l'absence de volonté contraire des considérants. Ensuite, il y a quoi? Le droit naturel ou le droit de D'accord. Et qu'est-ce que vous avez vu dans le cadre de vos recherches? C'est compliqué. non, Hmm. voilà. Le droit naturel. De manière résumée et expliquée. Le droit naturel, c'est l'ensemble des décisions. Et le droit divin. C'est ça. Secondaire, avec un nom, des réponses émanant de la volonté. D'accord. Et autre chose? Il convient Sans lire. le droit naturel. Sans lire. Sans lire. Sans lire. Oui. Juste votre compréhension. Parce que si vous lisez, je ne pourrais pas savoir si vous avez compris ou pas. Juste votre compréhension. Oui, allez-y. Le naturel, Le droit naturel. on peut l'utiliser comme naturellement. Le petit est Mhm. et le droit établi par Dieu. Oui. C'est-à-dire, les lois établies par Dieu. Mhm. Descartes disait que le bon sens est la chose la mieux partagée. C'est-à-dire que tous les hommes ont des principes. Bon, c'est-à-dire que tout le monde a un bon sens. Donc, par conséquent, tout le monde sait ce qui est raisonnable et ce qui n'est pas raisonnable. Chaque personne sait ce qui est bon et ce qui est mauvais. C'est sur cette base qu'on se dit qu'il y a des normes universelles que chacun peut intégrer, que chacun, naturellement, quand on dit naturellement, c'est à la naissance. C'est-à-dire que chacun naît avec ces principes-là, naît avec ces règles-là, ce qu'on appelle le droit naturel. Ce sont des droits qui n'ont même pas besoin d'être édictés parce que tout le monde et voilà.
Donc, c'est la théorie du droit naturel. Et pour la théorie du droit divin, c'est la théorie de la révélation. Par exemple, les règles qui sont dans le Coran, qui sont dans la Bible, qui sont dans les autres, même dans les religions monothéistes, polythéistes, autant pour moi, ces règles-là, qui sont issues euh, d'une révélation, donc, constituent le droit divin. Maintenant, la difficulté avec ces deux droits-là, c'est la preuve. Si quelqu'un vous dit qu'il est un prophète, par exemple, comment vous pourriez avoir la preuve que réellement, c'est Dieu qui l'a envoyé? C'est un problème. Donc, je ne dis pas que c'est impossible. Je dis que c'est un problème. C'est problématique. D'accord? Euh, pour, pour le droit naturel, c'est la même chose également. Parce que à l'état de nature, hum, c'est difficile de remonter jusqu'à l'état de nature. Chacun a sa propre culture, chacun a son éducation, chacun a ses réalités. Donc, en fonction de l'éducation, en fonction des réalités, en fonction de la culture, de la tradition, de tous ces bagages culturels-là, chaque personne appréhende le monde de manière différente. Donc, que, ce qui fait qu'une personne ou un groupe de personnes serait mal placé pour édicter des normes dites naturelles ou des normes constituant le droit naturel. Pourquoi? Parce que ces normes qu'ils disent universelles, qu'ils disent naturelles, sont juste le fruit de leur morale, le fruit de leur éthique, le fruit de leur conception, de leur appréhension du monde, ce qui est plus une universalisation qu'une universalité. On se comprend? Voilà. Donc, ensuite, La science de droit. la science de droit. D'accord. En fait, la science de droit pose la question de du caractère du droit en tant que science, en fait, du statut du droit. Le droit est-il une science? Le droit est-il un art? Le droit est-il une technique? Selon vous, le droit est-il une science, un art ou une technique? Une technique. D'accord. Il dit autre chose. Il dit autre chose. Qui pense que le droit est une science? Qui pense que le droit est un art? Donc, vous pensez tous que le droit est une technique. Ah, d'accord, donc vous êtes des figurants. Ah, vous n'avez aucune opinion. Le droit, est-ce une science, un art ou une technique? Madame? Oui, le droit, c'est une science, un art ou une technique? Un art. D'accord? Et le droit, une science. D'accord? Monsieur Gay, une science. D'accord? Henriette, le droit, c'est une science, un art ou une technique? Un art. D'accord.
Pourquoi dites-vous que le droit est une technique? Quand on cherche, cela veut dire que c'est une science. En réalité, vous avez tous raison. Le droit, c'est à la fois un art, une science et une technique. Maintenant, il reste à savoir comment peut-on expliquer ces trois statuts ou ces trois caractères-là. D'accord? Donc, euh, c'était, c'était quelle partie? Chapitre 2. Chapitre 2. Chapitre 2. Science du droit. La science du droit. Donc, vous mettez section 1. Section 1. La nature de la règle de droit. Section 1, la nature de la règle de droit. La nature de la règle de droit. Section 1, la nature de la règle de droit. La nature de la règle de droit. La nature de la règle de droit. Paragraphe 1. Paragraphe 1er. Paragraphe 1. Le droit est-il une science ou un art? Le droit est-il une science ou un art? Le droit est-il une science ou un art? C'est à la fois une science et un art. Le droit est à la fois une science et un art. Le droit est à la fois une science et un art. Le droit est à la fois une science et un art. Le droit est à la fois une science et un art. Sa scientificité garantie. Sa scientificité. Sa scientificité garantie la sécurité juridique. Sa scientificité garantit la sécurité juridique. Sa scientificité garantit la sécurité juridique. Son art permet de préserver. Son art permet de préserver.
Son art permet de préserver son art permet de préserver certains intérêts supérieurs, certains intérêts supérieurs, certains intérêts supérieurs, certains intérêts supérieurs dans l'application de la loi. Certains intérêts supérieurs dans l'application de la loi. Certains intérêts supérieurs dans l'application de la loi. Mettez exemple. Le Conseil constitutionnel. Un autre exemple, le jugement in concreto. Le jugement in concreto. In concreto, IN, plus loin, CRE, CR, non, CON, CRETO. CON, CRETO. In concreto. Il y a ce qu'on appelle le jugement in abstracto et le jugement in concreto. En fait, parmi les caractères de la règle de droit, on avait parlé du caractère abstrait. Par dérogation, il y a des cas où le juge fait un jugement in concreto. Lorsque le juge fait un jugement in concreto, cela veut dire au cas par cas. Cela veut dire que le caractère abstrait n'est plus respecté à 100%. Donc ça, c'est le caractère artistique de la règle de droit. Pour le considérer comme le caractère artistique de la règle de droit. Lorsque le Conseil constitutionnel déroge à certaines règles pour préserver la stabilité du pays, par exemple, comme c'est le cas, c'était la motivation du retour de certains hommes politiques pour dire que la loi électorale n'a pas été respectée, le délai de 80 jours ou le délai de 21 jours de campagne, par exemple, qui est une loi électorale. Mais pour préserver la stabilité du pays, pour ne pas installer un vide institutionnel après le 2 avril, pour ne pas enfreindre la loi constitutionnelle qui limite le mandat à 5 ans, donc pour ne pas qu'il y ait un prolongement de mandat. Donc, le Conseil constitutionnel, dans son rôle de régulateur, a préféré enfreindre la loi électorale pour préserver la loi constitutionnelle et pour préserver également la stabilité du calendrier électoral. Du moins, c'est ce qui en reste. Donc, c'est le caractère, c'est le côté artistique, si on peut le dire comme ça, de la loi. D'accord? Maintenant, pour le caractère scientifique, vous savez que même dans les universités, on parle de sciences juridiques et politiques ou économiques. Ça dépend, mais on parle de sciences juridiques. À l'UQAD, je pense qu'on parle de faculté des sciences juridiques et politiques, FSJP. Et pour Gaston Berger, on parle d'UFR, unité de formation, pardon, unité de formation et de recherche, SJP, sciences juridiques et politiques. Donc, sciences juridiques et politiques. J'ai dit que la scientificité permet d'assurer la sécurité juridique. La sécurité juridique, c'est quoi? C'est la prévisibilité des conséquences de vos actes. Si vous tuez une personne, vous savez que vous encourez
une sanction pénale que vous encourez, la prison, que la peine que vous encourez est entre 5 et 10 ans. Ou, non, entre 5 et 10 ans, ou 10 et 15 ans, ça dépend. Si on parle d'assassinat, de meurtre, d'homicide involontaire, etc. D'accord? Donc, ça, c'est la prévisibilité. Maintenant, la prévisibilité des conséquences de vos actes vous permet d'avoir ce qu'on appelle la sécurité juridique. Sinon, si vous commettez des actes sans pour autant connaître les conséquences qui peuvent survenir après, c'est-à-dire que vous êtes dans une insécurité juridique doctorale. Pour veiller à cette sécurité juridique-là, il faut donner à la règle de droit, il faut donner au droit un caractère scientifique. Le caractère scientifique signifie que les mêmes procédés aboutissent au même résultat. Ça, c'est le caractère juridique. C'est le caractère scientifique. Les mêmes procédés, les mêmes expériences, normalement, aboutissent au même résultat. L'autre disait que le plus passez-moi le terme, le plus con parmi les humains, c'est celui qui fait les mêmes actes. C'est celui qui accomplit les mêmes actes en espérant avoir des résultats différents. Donc, le caractère scientifique signifie que lorsque vous commettez un acte, lorsque vous faites une chose, vous connaissez au préalable les conséquences qui peuvent survenir. D'accord? C'était le paragraphe 1. Donc, paragraphe 2, le droit est-il une science ou une technique? Le droit est-il une science ou une technique? Paragraphe 2, le droit est-il une science ou une technique? Le droit est-il une science ou une technique? Paragraphe 2, le droit est-il une science ou une technique? Disons que le droit est à la fois une science et une technique. Le droit est à la fois une science et une technique. Est-il une science ou une technique? En tant que science, en tant que science, en tant que science, en tant que science, le droit évite, 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 éviter le droit évite, interprète et évalue. En tant que science, le droit édicte, interprète et évalue. En tant que science, le droit interprète, édicte et évalue. En tant que technique, le droit applique. En tant que technique, le droit applique. En tant que technique, le droit applique et utilise les méthodes d'application. En tant que technique, le droit applique. En tant que technique, le droit applique et utilise des méthodes d'application.
Dans le technique que doit appliquer et utiliser des méthodes d'application. Hier, nous avons dit que le droit suit l'organisation institutionnelle dans les pays à tradition de séparation des pouvoirs. C'est l'Assemblée nationale qui édicte les règles, n'est-ce pas? Édicter des règles demande une certaine scientificité. Il y a une partie du droit qu'on appelle la légistique. La légistique, c'est la science du droit qui étudie les méthodes d'édition des règles. Comment éditer une règle? Quels sont les éléments à prendre en compte? Quelles sont les modifications? Quelles sont les méthodes à utiliser pour l'édition des règles? Pour prendre une règle de droit. D'accord? Donc, l'édiction des règles. Après l'édiction des règles, il revient au juge d'interpréter la règle de droit. N'est-ce pas? Si l'Assemblée nationale édicte la règle, le juge interprète la règle de droit. C'est la raison pour laquelle ces temps-ci, vous avez vu plusieurs fois que les candidats, et même les candidats qui regardaient, polier, ce que vous voulez, et même les candidats qui ont été validés par le Conseil constitutionnel, ont saisi le Conseil constitutionnel en tant qu'arbitre, en tant que juge des élections, pour qu'il interprète certaines dispositions, et même le président de la République, après le dialogue, avait saisi le Conseil constitutionnel pour qu'il puisse interpréter certaines dispositions de la Constitution pour savoir s'il pourra rester à la tête de ce pays après le 2, s'il est possible d'organiser les élections le 2 juin, notamment, cela veut dire après la date du 2 avril. Donc, c'est au juge, il appartient au juge, notamment, d'interpréter la règle de droit. Donc, c'est toujours dans le cadre de la science du droit. Édicter et interpréter. Ensuite, évaluer. Évaluer, c'est souvent le rôle de la doctrine. Donc, on parle de doctrine qui vont en faire référence aux auteurs, on fait référence euh, aux professeurs de droit qui évaluent la règle de droit pour savoir si elle est bonne, si elle n'est pas bonne, quelles sont les failles, quels sont les manquements, quelles sont les perfections quelles sont les imperfections à corriger. Donc, cela permet l'évolution de la science de droit. Comme pour les autres sciences, il faut toujours une évaluation pour savoir quelles sont les failles pour pouvoir les corriger par la suite. D'accord? C'est bon. Et pour la technique, c'est l'application. Le juge, après avoir interprété, applique la règle de droit. Et cette application-là donne un caractère comment dire, donne un caractère effectif à la règle de droit. Et c'est en cela qu'on peut faire appel à la puissance publique, comme les forces de l'ordre, les forces de défense et de sécurité, comme les autres auxiliaires de justice, pour l'application de la sentence. Donc, d'autre part, on peut faire une autre division pour dire que les professeurs, les étudiants, les auteurs d'ouvrages sur le droit sont dans la science du droit. Les avocats, les juges, les huissiers de justice, les greffiers sont dans la technique du droit, donc dans l'application de la règle de. D'accord. C'était le paragraphe.
On était à la section 1. On est le niveau. Section 1. Mettez section 2, l'application de la règle de droit. Section 2, l'application de la règle de droit. Section 2, l'application de la règle de droit. Au lieu de mettre application, mettez l'interprétation. Excusez-moi. Au lieu de mettre l'application, mettez l'interprétation de la règle de droit. L'interprétation de la règle de droit. L'interprétation de la règle de droit. Paragraphe premier. Paragraphe premier. L'interprétation stricte de la règle de droit. L'interprétation stricte de la règle de droit. L'interprétation stricte de la règle de droit. Donc, il s'agit de la loi pénale. Il s'agit de l'interprétation stricte de la règle de droit. Pour le paragraphe premier, il s'agit de la loi pénale. En droit pénal, la règle de droit est interprétée de manière stricte. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une interprétation large. Pourquoi? Parce que pour une infraction pénale, il faut un élément matériel, un élément légal et un élément moral. C'est l'élément légal euh, qui confère à la loi pénale une interprétation stricte. C'est également à cause de la lourdeur ou de la gravité des sanctions qui sont encourues. Pourquoi? Parce que en matière pénale, c'est la liberté c'est la perte de la liberté qui est encourue. Je donne un exemple. Si le code pénal n'incrimine pas le meurtre, quel que soit le choc que subit la société, lorsqu'une personne tue une autre personne, cette personne-là ne pourra jamais être emprisonnée. C'est une interprétation stricte. Pour qu'il puisse y avoir des sanctions, pour qu'il puisse y avoir des conséquences, il faudra nécessairement que l'acte soit expressément incriminé par le code pénal. Le juge n'a pas la latitude d'étendre l'interprétation. Peu importe que ce soit immoral, que ce soit indigne, peu importe. Je donne un autre exemple. Vous savez que l'apologie au meurtre, c'est interdit. L'apologie au terrorisme est interdite également, etc. Donc, tout ce qui est interdit, son apologie est
pratiquement interdit. D'accord. Dans un pays où le suicide n'est pas une infraction pénale, vous vous levez un jour et vous écrivez un ouvrage et vous publiez un ouvrage intitulé Suicide, deux points, mode d'emploi. Est-ce que vous comprenez? Vous écrivez, vous rédigez un ouvrage, suicide, mode d'emploi. C'est-à-dire que vous montrez aux personnes comment se suicider. Différentes méthodes de se suicider. Les méthodes les plus violentes, les méthodes les plus douces, peut-être. Les méthodes les plus guerrières, les méthodes les plus lâches, peut-être, si ça existe. Les méthodes les plus violentes, ça dépend. Donc, vous prenez le temps de faire une catégorisation, un classement, une hiérarchisation, vous montrez tous les détails et tout. Disons qu'on publie ce livre au Sénégal et l'ONG Jamra dépose une plainte pour apologie au suicide. Si le juge applique le droit, il n'y aura aucune sanction. Pourquoi? Parce que le suicide n'est pas sanctionné, l'apologie au suicide ne peut pas être sanctionnée. Ça, c'est l'interprétation stricte de la loi pénale. Et pour que ce fait, pour que cet acte puisse être constitutif d'une infraction, il faudra l'intégrer dans le corpus pénal, dans la loi pénale. Et suivant la non-rétroactivité de la loi pénale, même si on porte cette loi-là, la personne qui a déjà publié le livre n'est pas concernée. Par contre, on pourra prendre certaines décisions administratives pour interdire la publication de l'ouvrage dans le territoire sénégalais ou la distribution de l'ouvrage dans le territoire sénégalais. Ça, c'est possible. Mais arrêter la personne et l'enfermer alors qu'il n'y a aucune base légale dans le cadre de la loi pénale, c'est impossible. C'est ce qu'on appelle l'interprétation stricte. Paragraphe 1er. Paragraphe 2, vous mettez l'interprétation large. L'interprétation large. Paragraphe 2, l'interprétation large. Paragraphe 2, l'interprétation large. L'interprétation large. Donc, l'interprétation stricte se base sur le caractère légal de la loi pénale. Je disais que la loi pénale est basée sur trois, disons, principes. Donc, le principe de la légalité, le principe de la matérialité et le principe de la moralité. Pour qu'il puisse y avoir une infraction, il faut trouver le caractère matériel de l'infraction. Le caractère matériel de l'infraction, c'est-à-dire c'est la constitution de l'infraction. On ne peut pas poursuivre quelqu'un pour meurtre alors qu'il n'y a aucune personne qui est morte. On se comprend. Le caractère légal, c'est qu'on ne peut pas poursuivre une personne, le caractère légal, alors que cet acte-là n'est pas puni par la loi pénale. Donc, c'est le caractère légal. Il faut d'abord une loi qui punit l'acte. Le caractère moral, c'est l'intention. C'est la raison pour laquelle un fou qui n'a pas d'intention ou dont l'intention n'est pas reconnue par la loi est irresponsable pénalement. C'est la raison pour laquelle on vous dit que vous me. D'accord?
Si un enfant de 5 ans vous lance une pierre ou manipule, disons, une arme et que par extraordinaire, vous êtes blessé ou que vous perdez la vie, on, on ne peut pas emprisonner cet enfant de 5 ans. Voilà. Donc, c'est le caractère moral de l'infraction. Il y a la matérialité, il y a la légalité, mais le caractère moral n'est pas défini. D'accord? Donc, c'est la raison pour laquelle on parle d'une interprétation stricte. Maintenant, pour l'interprétation large, il s'agit euh, du droit civil. Il s'agit du... Donc, pour le paragraphe de l'interprétation large, renvoie au droit civil. Renvoie au droit civil. Vous mettez trois tirés. C'est une interprétation qui utilise trois méthodes. Trois méthodes. L'interprétation large utilise trois méthodes. Une interprétation analogique, ou même disons quatre. Quatre. Une interprétation analogique, une interprétation analogique, une interprétation a fortiori, une interprétation a fortiori, F, O, R, E, O, R, F, O, R, E, I, O, R, I. A fortiori. Ma devo dire, A, S, F, O, R, E, I, O, R. Une interprétation a fortiori. Une interprétation a fortiori. Une interprétation a contrario. Donc, fortiori, contrario. Donc, nous avons une interprétation analogique, une interprétation a fortiori, une interprétation a contrario et une interprétation contradictoire. C'est l'interprétation large de la règle de l'histoire. Cette interprétation large de la règle de l'histoire sert à limiter ce qu'on appelle le délit de l'injustice ou le délit juridique. Sert à limiter le délit de l'injustice et le délit juridique. Cette interprétation large de la règle de l'histoire sert à limiter le délit de l'injustice et le délit juridique. Et le délit juridique.
savez que le délit de justice est interdit de la trajectoire. Si vous allez devant le juge ne peut pas refuser de rendre une décision. Parce que, le, parce que la situation aujourd'hui avait été présentée n'a pas été prise en compte extrêmement par le corps public ou par le corps public. Comment? C'est à éviter le délit de justice. Délit. Délit de justice. Non. L'interprétation analogique veut dire quoi? Cela veut dire que si vous amenez devant le juge un fait qui n'a pas été prévu par la loi et qu'il y a un autre fait similaire qui a été prévu par la loi, le juge fait une comparaison. Tout simplement. Le juge fait une comparaison. Souvent, c'est lorsque il y a un fait phénomène nouveau, surtout avec la technologie, avec la science, etc. Par exemple, on dit que le vol, c'est la soustraction frauduleuse du bien d'autrui. Pour qu'il y ait soustraction frauduleuse, il faut qu'il y ait déplacement d'un point à un autre et que du point du déplacement, le bien n'y figure plus. Mais cela pose le problème du vol de documents électroniques. Est-ce qu'on se comprend? Lorsque vous volez un document électronique, en réalité, vous faites une copie. Vous faites une copie. Donc, matériellement, le bien n'est pas volé. Parce que le bien se trouve toujours à l'endroit initial. Comment? Vous dites? Mais le? Oui, en fait, le juge fait une interprétation analogique, cela veut dire qu'il fait une interprétation finaliste. Si les conséquences sont les mêmes, donc le juge considère cette copie-là comme un vol matériel, parce que les conséquences sont les mêmes. C'est la même chose avec le fait de voler les idées d'une personne, comme la propriété intellectuelle, etc. D'accord? Donc, c'est dans ce cadre-là. Donc, le raisonnement a fortiori, ou l'interprétation a fortiori, a fortiori signifie à plus forte raison. D'accord? A fortiori signifie à plus forte raison.
Raisonnement a fortiori. Donc, le raisonnement a fortiori se base sur la gravité de l'acte, sur le caractère graduel, disons. Donc, se base sur le caractère graduel de l'acte. Se base sur le caractère graduel de l'acte. Sur le caractère graduel de l'acte. Par exemple, si la loi pénale considère que s'embrasser dans un lieu public est interdit, on n'a pas besoin de préciser hum, disons, que faire des rapports sexuels dans un lieu public est interdit. C'est un raisonnement a fortiori, par exemple. Si s'embrasser dans un lieu public est considéré comme un attentat à la vie de l'autre. Donc, a fortiori, faire autre chose de plus grave. Un autre exemple pourrait être plus parlant, surtout en matière civile. S'il est interdit d'uriner, si sur un mur, on y met interdit d'uriner, si on y fait autre chose de plus grave, hmm? Donc, c'est un raisonnement a fortiori. Raisonnement a contrario. Raisonnement a contrario. Si le code de la route dit qu'il faut s'arrêter lorsque le feu est rouge. A contrario, si le feu n'est plus rouge, on peut s'en aller. On peut continuer la route. Si on vous dit arrêtez quand c'est rouge, on n'a pas besoin de vous dire quand ce n'est plus rouge, continuez votre route, vous partez. Donc, c'est le raisonnement à contrario. Le raisonnement contradictoire, c'est par exemple pour ce qu'on appelle une infraction impossible. Une infraction impossible, c'est par exemple lorsqu'on vous accuse de tuer une personne qui est déjà morte. Vous êtes en prison. Disons, est en prison de 2005 à 2015. Modou meurt en 2010. À sa
propriétaire. Hmm? C'est bon. C'est bon. Est-ce que vous avez des questions? Il y a une conception large et une conception stricte de la loi. Il y a une conception large et une conception stricte de la loi. Il y a une conception large et une conception stricte de la loi. La conception stricte renvoie aux normes qui sont édictées par le Parlement. La conception stricte renvoie aux normes qui sont édictées par le Parlement. La conception stricte renvoie aux normes qui sont édictées par le Parlement. Donc, c'était le chapitre 3. Le chapitre 3 intitulé Les sources de la règle de droit. Section 1. Section 1. La loi. D'accord. Donc, il y a une conception large et une conception stricte. La conception stricte renvoie aux normes édictées par le Parlement. Mettez entre parenthèses Assemblée nationale, Sénat et Sénat. Évidemment, au Sénégal, il n'y a que l'Assemblée nationale. Il fut des temps où il y avait le Sénat. Non. Mais en ce moment, dans notre organigramme institutionnel, il n'y a que l'Assemblée nationale qui édicte les règles. D'accord. La conception large renvoie aux normes édictées par l'Assemblée nationale, entre parenthèses, loi, entre parenthèses, loi, et aux normes édictées par les autorités politiques et administratives. Et aux normes édictées par les autorités politiques et administratives. Et aux normes édictées par les autorités politiques et administratives.
et aux normes édictées par les autorités politiques et administratives. Mettez en parenthèse décret présidentiel, décret présidentiel, mettez entre parenthèses décret présidentiel, arrêté ministériel, décret présidentiel, arrêté ministériel, arrêté du gouverneur, arrêté du gouverneur, arrêté préfectoral, préfectoral, arrêté préfectoral, arrêté, un arrêté du préfet, arrêté préfectoral, circulaire, circulaire, etc. Dans les établissements publics, souvent, il s'agit de circulaires. Établissements publics comme les hôpitaux, les universités, etc. Et même dans les collectivités locales, dans les mairies. Il y a d'autres normes supralégislatives supralégislatives. Cela veut dire qu'ils sont au-dessus de la loi. Comme la Constitution et les traités internationaux. Comme la Constitution et les traités internationaux. Comme la Constitution et les traités internationaux. Traités internationaux. Sujet d'exposé. Madame, madame, en blanc, oui. Vous prenez comme sujet d'exposé pyramide de Hans Kelsen. Notez. Puis vous notez pyramide de Hans Kelsen. Pyramide. On va faire les exposés le vendredi. Ce sera votre note de contrôle continu. Pyramide de Hans Kelsen. De Hans, mettez H, A, N, S. C'est un nom. Hans, H, A, N, S. Espace, Kelsen, K, E, L, S, E, N. Pyramide de Hans Kelsen. Oui. Donc, vous le faites avec. Vous êtes en première année. Première année. Quelqu'un en deuxième année qui pourra faire, qui pourra constituer avec elle un groupe.
Deuxième année. Oui. Oui. Pas grave. Vous prenez vos numéros et vous travaillez sur WhatsApp ou sur notre plateforme. Oui. C'est bon pour vous. Bon, si vous ne vous décidez pas, c'est ça que je vais faire naturellement. Donc, vous le faites sur vous deux. Pyramide de Hans Kelsen. Une autre première année. Vous, première année. Prenez le contrat. Notez le contrat. Le contrat. Le contrat. Monsieur, vous êtes en première année. Première année. Deuxième année. Qui d'autre est en deuxième année? D'accord. Donc, vous, deuxième année. Le contrat. Avec elle. Avec Henriette. Non, non. Le contrat. Euh, donc, paragraphe premier, c'était quoi? Ou c'était la section 1. Section 1, la loi. Section 2, mettez la coutume. La coutume. La coutume. Donc, vous prenez comme exposé la coutume comme source de droit. La coutume comme source de droit. La coutume comme source de droit. Vous le faites avec Madame Arrose. La coutume. Section 3, la doctrine. Je pense que j'avais déjà expliqué pour la doctrine. J'ai dit que la doctrine, c'est l'ensemble des professeurs de droit, des auteurs donc, qui donnent leurs avis sur, qui évaluent le droit, qui donnent leurs avis sur la règle de droit. D'accord? Donc, la doctrine est également une source de droit. Vous m'écoutez? Lorsque des spécialistes du droit, qu'il s'agisse de professeurs d'université, qu'il s'agisse de journalistes spécialisés en droit, spécialisés aux affaires juridiques, comme Daoud Mine, par exemple, hein, de la TFM, par exemple, non? Des journalistes spécialisés aux affaires juridiques. C'est bon.
c'est à vous de nous éclairer sur la question. Donc, je disais que pour la doctrine, il s'agit de tous les spécialistes qui donnent leurs avis sur la règle de droit. Des avis critiques, qu'il s'agisse de critiques positives ou de critiques négatives. Donc, c'est une sorte d'évaluation de la règle de droit. Et en fonction de ces évaluations-là, il y a une amélioration de la règle de droit. Et quelles que soient ces critiques, il appartient au Parlement, il appartient au pouvoir législatif d'édicter des normes ou d'abroger des normes qui sont jugées mauvaises pour la société ou pour les destinataires. Donc, c'est le travail de la doctrine. La doctrine peut être une source de droit parce que le législateur peut puiser sur la doctrine, peut puiser dans la doctrine pour édicter la règle de droit. Et enfin, section 4, jurisprudence. La jurisprudence. La jurisprudence. Il reste des étudiants de première année, à part vous. C'est fini. Première année. Okay. Madame Anouar, deuxième année. Donc, vous deux, vous prenez la jurisprudence comme source de droit. La jurisprudence comme source de droit. Bon, je suis en train de résumer, hein, comme on n'a pas beaucoup de temps et on doit faire le droit du travail et le droit administratif local. Donc. Allons à la deuxième partie. Deuxième partie, le droit subjectif. Deuxième partie, le droit subjectif. Deuxième partie, le droit subjectif. Les droits subjectifs. Deuxième partie, les droits subjectifs. Deuxième partie, les droits subjectifs. Les droits subjectifs. On va voir après la pause. On prend une pause de 30 minutes. On prend une pause de 30 minutes.
Madame, rappelez-moi ce qu'on a vu aujourd'hui. Merci. On a vu section 1 de la nature de la règle du droit. Section 1. Avant la section. Hier, on s'est arrêté sur le de la santé. Voilà, chapitre de la symphonie. Oui. Section 1 à la fin de la règle du droit. Paragraphe 9, le droit à la une séance de votre. Oui. Paragraphe 2, le droit à une séance de débat. Oui. Section 2, l'interprétation de la règle du droit. Oui. Paragraphe 10, l'interprétation stricte de la règle du droit. Oui. Paragraphe 2, l'interprétation de la règle du droit. Oui. Vous avez écrit chaque droit, le sens de la règle du droit. Oui. Section 1 de la loi. Section 2. Section 2 de la coutume. Oui. Droit à la République. Oui. 4, la durée supérieure. Oui. Deuxième part, les droits sociaux.